Puis d'ailleurs, qui peut être propriétaire au Canada? Là, il y a une nouvelle loi qui est en cours depuis quelques années. Quand on va acheter une propriété ici, c'est quoi les démarches? Typiquement, la première chose qui va être importante, parce que même pour quelqu'un qui vit ici, Ok. On a vu pour la partie locative, donc concernant la partie achat, ce serait quoi le coût de la prestation pour le client? C'est le même principe. Donc, la prestation est payée encore une fois par le vendeur dans ce cas-là. Donc, typiquement, la commission au Québec dans la vente de l'immeuble, c'est 4 ça, c'est une moyenne. Okay. Fois, c'est 4,5 c'est un peu plus, là, mais c'est ce qu'on voit sur le terrain plus souvent. Et là, encore une fois, traditionnellement, c'est partagé moitié-moitié entre donc, le courtier qui représente le vendeur va recevoir la moitié de cette rétribution-là, et le courtier qui va représenter l'acheteur va va être payé que la moitié de cette prestation-là. Donc, encore une fois, l'acheteur, je ne veux pas dire que c'est gratuit parce que c'est souvent inclus dans le prix de vente, dans le fond. Là. Chose importante à savoir, par contre, depuis 2022, au Québec, quand vous achetez un immeuble, vous ne pouvez pas être représenté par le même courtier qui vend l'immeuble. Donc, le courtier qui s'occupe du vendeur n'a pas le droit de représenter à la fois le vendeur et l'acheteur. Je comprends. Donc, si un acheteur peut dire, moi, je ne veux pas être représenté par personne, et je ne veux pas avoir mon propre courtier, le vendeur va dire, voici les papiers, remplis-les. Mais je n'ai pas le droit de vous donner des conseils, parce que moi, je conseille le vendeur. Il y a un conflit d'intérêt parce que j'essaie d'obtenir le meilleur terme possible pour le vendeur. Je ne peux pas essayer d'obtenir les meilleurs termes pour toi. Donc, c'est nouveau maintenant. Donc, si vous voulez acheter un immeuble, là, ça vous prend absolument un courtier si vous voulez être représenté et conseillé. Sinon, si vous passez de courtier de maison en maison en parlant au courtier qui représente le vendeur à chaque fois, vous n'aurez aucune représentation. Et le courtier va vous dire, je peux te donner les papiers, tu peux les remplir. On appelle ça le traitement équitable. Donc, si je vois une erreur grave, je vais t'aviser, mais je te donne aucun conseil. Parce que mes conseils, je les réserve pour le vendeur. Alors, vous arrivez ici, vous prenez votre courtier, vous l'appelez, vous dites, c'est parfait, il va vous signer un contrat de représentation, encore une fois, qui va dicter que vous allez être payé à même la commission du vendeur. Là. Mais cette personne-là que vous allez engager, ce courtier-là, va vous représenter, va essayer de s'assurer que vous obtenez les meilleurs termes, le meilleur prix et protéger la transaction et tout. Là. Excellent. Donc, encore une fois, il n'y a que des avantages à prendre un courtier pour l'achat de sa maison, parce que c'est gratuit du point de vue du client. Absolument. Et on est sûr de ne pas se faire avoir face au propriétaire qui a son courtier et qui va obtenir un meilleur deal pour lui. Donc, surtout quand on arrive au Canada, il y a quand même beaucoup de réglementations, comme tu disais. Donc, pour éviter de se faire avoir, un courtier, c'est beaucoup plus sûr. Absolument. Là. Je pense pas qu'on est un pays qui est connu pour arnaquer le monde, mais c'est partout sur la Terre. Là. Il y a des arnaqueurs partout, malheureusement. Là. Puis d'ailleurs, qui peut être propriétaire au Canada? Là, il y a une nouvelle loi qui est en cours depuis quelques années. Au début, la loi disait que tous nos résidents ne peuvent plus acheter une propriété. Donc, il faut avoir votre résidence permanente avant de pouvoir faire un achat. C'était la loi. Là, il y a du monde qui ont chicané parce que, OK, je comprends, l'immigration, il y avait une immigration d'Asie qui était très forte à un moment donné, puis les gens arrivaient ici, achetaient des maisons, mais ça ne travaillait pas ici. Donc, puis ça enlevait des propriétés aux gens qui vivaient ici depuis très longtemps, ça montait les prix un peu. Fait que là, ce que le gouvernement a dit, OK, parfait. Donc, si vous êtes apte à travailler, vous avez un contrat de travail, là, on va même si vous n'avez pas votre résidence permanente, vous pouvez faire un achat. La loi couvrait juste les centres urbains denses, donc Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, ces villes-là. Maintenant, dans le fond, ça vous prend un emploi. Si vous êtes soit votre résidence permanente, si vous êtes non-résident, ça vous prend un contrat de travail. Excellent. Et donc ça, c'est vrai aussi à Montréal? Où on peut c'est vrai partout maintenant. Mais là, ça empêche les gens qui habitent à l'extérieur du pays d'acheter et de ne pas venir habiter. Parce que ça a créé beaucoup de spéculation immobilière. En fait, à Vancouver, c'est ce qui a étouffé le marché, c'est que vous avez beaucoup de clients qui venaient d'Asie, qui avaient acheté, mais qui restaient en Asie. Là. Ils achetaient des immeubles, puis ça me poussait les prix. Puis là, ben, les gens qui vivaient à Vancouver, peu importe leur communauté, ne pouvaient plus vivre dans le centre-ville, ils étaient obligés de déménager à l'extérieur parce que ça avait gonflé tellement les prix. Alors pour ça, ils se sont dit, ben, on va favoriser vraiment les gens qui s'installent vraiment au pays pour pouvoir acheter. Mais il avait été un petit peu trop loin en disant, ben, ça vous prend votre résidence permanente parce que les gens qui viennent s'installer ici, puis ça prend un certain temps à obtenir. C'est très long d'avoir résidence permanente. C'est ça. Fait que là, ils ont amendé ça, puis ils ont dit, ben là, non, si vous avez un emploi, puis vous êtes établi ici pour travailler, go, vous pouvez acheter. Là. Excellent. Puis cette loi, elle est valide pendant combien de temps? Ben là, il avait été mis pour 2 ans, elle a été renouvelée pour un autre 2 ans. Donc là, il reste 2 autres années encore à la loi. 2026-2027. Oui, c'est ça. Mais c'est clair qu'il y a des besoins criants dans des segments d'industrie au Canada. Et vraiment, je pense que le gouvernement veut favoriser l'arrivée de ces gens-là, puis ne veut pas leur empêcher de pouvoir acheter un immeuble s'ils veulent acheter un immeuble.
les forcer à être locataire si ça ne les intéresse pas. T'sais. Quand on va acheter une propriété ici, c'est quoi les démarches? Typiquement, la première chose qui va être importante, parce que même pour quelqu'un qui vit ici, un vendeur veut connaître, c'est un peu comme la cote de crédit qu'on parlait tantôt, il veut connaître votre capacité à payer la maison. Et ça, c'est une préapprobation hypothécaire. Donc, il y a une autre sorte de courtier qui s'appelle le courtier hypothécaire. Son rôle à lui, c'est de faire l'intermédiaire entre la personne et la banque. Et lui, vous allez rencontrer. Et nous, si vous venez nous voir, puis nous appeler, puis on fait une visioconférence, puis nous dites, je veux un condo, mais je veux l'acheter. Je veux avoir ma propriété. On va faire un appel. Mais la première chose qu'on va vous dire, parlez à un courtier hypothécaire canadien. Il y en existe aussi qui se spécialisent avec les immigrants. Donc, c'est leur travail. On en a 2, 3 au bureau qui sont des courtiers hypothécaires d'origine française, qui sont payés depuis 6-7 ans. Donc, ils sont habitués, ils connaissent très bien la réalité d'un Français, d'un Belge, peu importe, qui vient s'installer. D'un immigrant qui vient s'installer ici. Et il y a des programmes. Les banques ont des programmes spécifiques pour ça. Donc, la première étape, c'est de faire ça. Après ça, eux autres, ils vont dire, on vous donne une hypothèque, donc on est prêt à vous passer 500 000 $ pour acheter une maison. Ils vont émettre une lettre à cet effet-là. Et ça, c'est que le code de crédit était pour le loyer. C'est votre passeport financier, finalement. Parce que quand vous allez déposer une offre, on va joindre ce document-là. Parce que sinon, le propriétaire n'est pas sûr qu'il va considérer votre offre. C'est pas si... C'est trop risqué pour lui, en fait. Ouais, même pour un local, là, ça n'a rien à voir avec l'histoire des migrants, là, même quelqu'un de local qui n'a pas pris la peine d'appeler son banquier et de dire moi, vous me passez combien si je vais acheter un immeuble? Le propriétaire va dire peux-tu aller faire ce travail-là avant, puis reviens-moi me voir quand la banque aura, comme tu auras donné un budget, on se parlera. Tu sais, là, il y a identifié les quartiers et tout, mais parler à la banque pour aller chercher ce papier-là, c'est très, très important. Souvent, le pattern qu'on voit, c'est les gens arrivent ici, ils louent 1 an ou 2, puis ceux qui restent finissent par acheter quelque chose. Là. Bien sûr. Donc, c'est l'avantage, encore une fois, de passer par votre équipe, c'est qu'il y a énormément de profils différents, dont justement ce courtier en investissement, qui permet justement d'apporter ce petit papier au propriétaire pour lui montrer qu'ils sont en capacité. C'est ça, exactement. Lui, il va tout de suite parler au client qui arrive de France, puis s'asseoir, puis il dit envoie-moi tes actifs, le revenu d'emploi que tu vas faire, ta lettre d'emploi, tout ça. Puis ils vont émettre un papier. Puis là, il y a toutes sortes de programmes. Parce que la mise de fonds, quand vous avez plus que 20 il n'y a pas de souci. Quand vous avez moins de 20 de l'immeuble, il faut prendre une assurance auprès de SCHL, qui est l'organisme fédéral qui garantit les prêts hypothécaires des gens. Donc, quand on a un petit apport, il faut se faire assurer. C'est un montant qu'on paye à chaque mois. Il faut aller jusqu'à 5 seulement d'apport, dans certains cas. Alors, si vous achetez un immeuble pour 500 000 on peut mettre aussi peu que 25 000 et tout le reste est financé par la banque sur 20 ans, 25 ans, 30 ans. OK, je comprends. Puis du coup, par rapport à ça, tu disais 5 mais est-ce que l'apport est obligatoire? Oui, acheter sans apport, sans avoir d'autres actifs au pays, là, c'est assez difficile ici. Là. Parler d'un côté hypothécaire, des fois, il y a des programmes qu'on peut utiliser, mais sans aucun fonds au pays, sans apport, la banque veut se protéger. L'apport, c'est un peu sa protection, parce que si vous disparaissez demain matin, la banque saisit l'immeuble, puis là, elle vous a passé la totalité du montant, puis le marché a baissé un peu, mettons. Donc, il perd son immeuble. La banque prend l'immeuble. Plus l'apport est élevé, plus c'est facile d'avoir une hypothèque. Est-ce que du coup, cette mise en fonds a aussi un impact sur le montant puis la durée du prêt de la banque? Non, pas nécessairement. Ça c'est du cas par cas avec les banques. Et ça vaut la peine de parler à quelques banques aussi, parce que des fois, les banques ont des programmes spéciaux. Nous, des fois, on vous met en contact avec 2 courtiers hypothécaires, puis ça vaut la peine de comparer. Les différentes offres des banques, justement, pour rapport au taux, moi, ma etc. fille, qui était étudiante, qui commençait à travailler dans le milieu médical, puis elle a parlé à 2 banques. Puis au niveau des taux d'intérêt, ça se ressemblait un peu, mais la capacité d'emprunt était beaucoup plus élevée avec une banque que l'autre. OK. Donc, il faut juste comparer les différentes offres. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est quoi la durée maximale de l'emprunt? Est-ce que vous parlez de 30 ans, mais normalement, c'est que ce qui est classique, par exemple, au Québec, c'est au Canada, c'est un emprunt qui est amorti sur 25 ans. Donc, vous payez l'immeuble en totalité sur 25 ans. Le taux d'intérêt est renégocié à un autre terme que vous décidez. Donc, ça peut être variable, donc un taux qui change tous les mois, selon le taux court terme de la Banque du Canada officiel, ou ça peut être un taux fixe aux 2 ans, aux 3 ans, aux 5 ans. Ça, vous le choisissez à chaque renouvellement. Peut-être que sur 25 ans, mais le renouvellement que j'avais pris sur 3 ans termine dans un mois. Là, donc, je vais aller rencontrer mon institution. Puis là, je leur dis, je veux ça sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Ils vont me faire une offre. Je vais choisir. Ils vont me faire une offre sur chacun des termes. Je vais choisir un terme. Puis là, le paiement est fixe pour ce terme-là. On ne peut pas faire comme aux États-Unis, c'est en tout temps payer 100 de l'hypothèque. Aux États-Unis, c'est faisable. Ici, quand vous prêtez l'emprunt, ils vont vous donner les paramètres, le maximum. Mais souvent, on peut payer 10 du prêt de plus par année,
plus doubler les paiements, puis le doublement de paiement va acquitter du capital, pas de l'intérêt. Donc, ça réduit rapidement le prêt. Donc, il y a des options comme ça. Là. Mais le courtier hypothécaire, lui, c'est son but de travail, c'est de vous offrir un produit. Vous savez que vous allez pas serrer, mais qu'il n'y aura pas d'entrée d'argent. Bien là, on s'en fout d'oublier les paiements. Là. Vous avez payé ça sur 25 ans, mais pour être tranquille, là, si vous avez un emploi ou vous avez un projet d'affaires, vous êtes YouTuber, puis là, vous allez avoir 1 million de followers bientôt, vous allez dire, ben moi, je voudrais avoir une option pour vous repayer ça, ce prêt-là, plus vite un jour. Ouais, je comprends. Alors, c'est du cas par cas, selon la réalité des gens. Bien sûr. Ouais. Puis c'est intéressant ce que tu disais, c'est qu'au Canada, le taux fixe, en fait, il est fixe pour une durée déterminée. Parce qu'en France, quand le taux est fixe, c'est vite pour la durée de ton prêt. Alors qu'ici, il est valide pendant, par exemple, 2 ans ou 3 ans, puis après, il change et donc il faut renégocier ce taux. Oui, exactement. Donc, l'amortissement du prêt, ça, c'est aujourd'hui, on doit 300 000 on doit avoir 0 à 25 ans, donc on calcule ça comme ça. Là, le taux d'intérêt, on le négocie aujourd'hui, on choisit le terme. D'habitude, c'est 5 ans. J'ai vu du 7 ans, c'est un peu plus rare, mais d'habitude, le maximum, c'est 5 ans. Moi, j'avais pris 3 ans la dernière fois, fait que là, j'ai été fixe à ce taux-là. Au taux pendant 3 ans, puis là, hop, c'est fini. On a choisi, c'est 3 ans, 5 ans. Mais toujours, on va garder la même date. Quand on va calculer le paiement, on va garder cette date-là qu'on avait pris au début pour payer mon immeuble. Mais je pourrais dire, reporte-le encore sur un autre 25 ans. À chaque fois, mettons, on commence à 25 ans, j'en négocie mon taux, mais là, je suis un peu serré financièrement. Et il me reste, mettons, 15 ans à payer, basé sur le 25 ans au début. Je peux dire, peux-tu m'enlever le 15 ans? Bon, on va faire un autre 25 ans. Ah, OK, wow! Ouais. Mais l'idée, tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Là, pour parce qu'après, t'as endetté pendant des générations. Mais oui, tu peux toujours reporter. Fait qu'il y a des gens, des fois, à un moment donné, ils disent, ben là, je suis serré, il me restait 15 ans, mais reporte-moi là, on va faire un nouveau contrat sur 25 ans, puis là, ben, le paiement diminue. OK, je comprends, absolument. Donc, il y a des options comme ça. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler au spécialiste hypothécaire. Lui, il va vraiment tout vous expliquer vos options, ce qui est le programme qui s'adresse à vous, surtout si on parle d'un immigrant et tout ça. Puis une fois qu'on a fait ça, lui, il émet un montant pour la capacité d'emprunt. Puis là, votre courtier immobilier va aller trouver un immeuble avec ce papier-là, armé de ce papier-là. Excellent. Et donc, pour toutes les personnes qui souhaitent trouver ce logement et donc passer par vous, quel moyen de vous contacter? Vous allez sur notre chaîne, là. Vous envoyez un message directement via la chaîne. Le courriel est là, donc ça peut être mon courriel même, donc Marc avec un C à équipe-lefrançois.ca. Vous pouvez envoyer un courriel, puis on prend rendez-vous en visioconférence, moi ou un de mes collègues. Puis ça peut être même exploratoire. C'est pas besoin de garantie que vous allez venir. Là. C'est notre façon de faire affaire. Là. On sait que sur le lot, on aura des clients et peut-être que c'est votre projet aujourd'hui, mais que ça va être une réalité demain. Là, on ne lève pas le nez sur rien. Là. Donc ça nous fait plaisir de faire ça, là, puis d'aider. Je pense que c'est des critères importants dans notre milieu. Là. C'est comme ça. Avec toute notre clientèle, qu'elle soit locale ou pas, c'est pas important. Les gens nous appellent, ils ont des conseils, on leur donne. On a toujours cru que si on était des bons conseillers, les gens viendraient à nous. Là. Donc, c'est un modèle d'affaires, c'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas prendre une petite demi-heure, 1 heure pour vous parler d'un projet à long terme. On va le faire. On va vous tenir au courant après des développements, puis tout ça. Là. Donc, toutes les informations de l'équipe est en description. Donc, tu peux les contacter par rapport à la chaîne YouTube, l'adresse mail. Surtout, n'hésite pas à les contacter parce que, comme on le disait un peu plus tôt dans l'interview, par rapport à la location, l'achat, tu ne payeras absolument rien. Ce sera le propriétaire qui va payer. Donc, pourtant, il n'y a que des avantages. Oui, et puis c'est peut être le Grand Montréal. Là. Ça n'a pas besoin, c'est pas besoin d'être le centre de Montréal. Là. On couvre vraiment toute l'île. Là. Donc, l'île et même les rives sud, rives nord. Donc, puis, comme je dis, même une question exploratoire, ça va nous faire plaisir. Absolument, surtout qu'ils sont super agréables, donc honnêtement, passer par eux, c'est que des avantages pour vous. Il y a aussi une chaîne YouTube pour présenter l'équipe. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que... Ça s'appelle Déménager à Montréal. C'est une idée que j'ai eue en allant dans un congrès immobilier, j'ai rencontré des gens de Dallas aux États-Unis qui faisaient exactement ce genre de chaîne-là. Et j'ai rencontré ces gens-là et puis ils faisaient ça, puis je trouvais ça captivant, puis aussi motivant d'aider des gens à se loger, puis moi je suis fier de ma ville, je vais faire la même chose. Fait qu'on est arrivé ici, puis on a commencé à faire une chaîne pour aider des gens à déménager à Montréal. Puis bon, on l'a fait en français parce que bon, c'est notre langue à nous tous ici, même si on est tous bilingues, là, mais quand même, on est natifs francophones. Et puis donc, il y a une grosse clientèle française, belge qui écoute notre chaîne en ce moment.
Mais on était vraiment surpris. Moi, j'avoue, là, que moi, je pensais pas que mes vidéos étaient intéressantes. Les premières vidéos que je faisais, là, puis je parlais devant un écran, puis tout ça, ben, toi, tu es YouTuber depuis plus longtemps que moi, mais tu sais, je me suis dit, merde, les gens vont s'endormir, là. J'ai tellement de détails avec ma souris, puis tout. Mais finalement, je commence à recevoir des commentaires, puis vraiment génial, excellent. Quand on va marcher dans les quartiers, le monde a l'air à aimer ça, puis tout ça. Fait que, grosse surprise. Alors, moi, je trouve ça super le fun, là, vraiment. C'est top, hein? Ouais, puis là, on a des appels, on fait de la visioconférence toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est 2, 3, 4, 5 personnes à qui on fait une visioconférence, des gens qui s'informent sur un projet de déménager ici. Puis on a aidé des dizaines de personnes, là, depuis... Puis ça fait pas un an, là. On a commencé ça en décembre 2023. C'est ça, il y a quelques mois, là? Ouais. Alors, bientôt un an. Ouais, bientôt, on va fêter les 1 an de la chaîne. Ouais, les 1 an de la chaîne, on va faire un gros power. Non, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun, puis je suis content de voir aussi que ta chaîne, ce que tu fais, puis tout ça, puis le nombre de followers que tu as. C'est vraiment, vraiment agréable. C'est un côté de la business qui m'excite beaucoup. Là. Absolument, c'est très agréable. Surtout qu'effectivement, c'est bien de pouvoir aider les autres à réaliser leurs projets. Ouais. Surtout qu'effectivement, par rapport à ton contenu, ce que je regardais, c'est très concret. Donc, par exemple, les visites de quartier, donc tu expliques vraiment les avantages de ce quartier, qu'est-ce qu'on peut trouver. Tu présentes aussi par rapport avec des interviews sur des feedbacks de gens qui ont trouvé un logement grâce à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça c'est un nouveau volet qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, puis on va l'accélérer là d'ailleurs. On a envoyé même un appel à tous, là, à des Français pour leur parler, pour raconter un petit peu, des fois, le parcours du combattant pardon, pour devenir un immigrant reçu. Là. Ma brève à ça, d'aider le monde, là, je veux dire, j'ai toujours fait du bénévolat, tout ça dans ma vie, fait que de rajouter ce volet-là aussi à notre business, où est-ce qu'on aide vraiment des gens qui partent de zéro, là, qui arrivent ici, puis sont perdus, ça nous fait plaisir. Là. On se sent des fois quasiment comme des guides touristiques, là, mais... C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Absolument. Donc en tout cas, toutes les informations de la chaîne YouTube seront en commentaire si tu veux directement aller voir ce qu'ils font. Honnêtement, ça vaut le détour. Il y a beaucoup de vidéos de qualité qui peuvent t'expliquer énormément de choses par rapport au logement à Montréal et aux différents quartiers. Donc va voir tout ça en commentaire.